Bonjour et bienvenue à chacun d'entre vous, hospitaliers, professionnels de santé, directeurs d'établissements du médico-social et du social, étudiants, vous qui êtes confrontés de près ou de loin aux problématiques d'accès à la santé. Alors, soit parce que vous êtes vous-même, vous rencontrez des difficultés, soit parce que dans l'exercice de votre travail, vous êtes amené à accompagner ceux qui en ont. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour donner une impulsion nouvelle à la grande cause MNH 2020-2023 pour l'accès à la santé des personnes en situation de handicap ou de vulnérabilité. La grande cause MNH s'élargit pour répondre entre autres à un fléau amplifié par la crise, et les hospitaliers sont particulièrement concernés, la vulnérabilité financière, un obstacle majeur à la santé. Alors, c'est le titre de notre émission digitale. Sachez qu'elle est retranscrite en direct par une vélotypiste pour les personnes malentendantes. C'est pourquoi il y aura peut-être des coquilles ou des petits décalages avec le sous-titre que vous voyez apparaître en bas de l'écran. Nous avons 1 heure pour poser les jalons des avancées concrètes à mettre en place par les acteurs clés, notamment sociaux et financiers, dont j'interrogerai des représentants dans quelques minutes. Vous aussi, vous pouvez les questionner, vous utilisez le chat, vous nous envoyez vos questions et ils y répondront en fin d'émission. Avant cela, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le président de la Mutuelle nationale des hospitaliers, Monsieur Gérard Videpeau. Bonjour. Bonjour. Alors, Gérard Videpeau, la grande cause MNH est une action d'envergure. Comment est-ce que vous pourriez la résumer pour nos auditeurs avant que l'on s'immerge dans le sujet du jour ? Eh bien, il y a 4 éléments qui caractérisent cet engagement. Le premier, c'est d'abord marquer l'acte d'engagement social et sociétal en faveur de nos adhérents pour favoriser l'accès aux soins, à la santé des plus fragiles. Le deuxième élément, c'est élargir cette dimension à tout ce qui concerne l'accessibilité aux soins, l'éducation, la culture, l'information, l'habitat, la nutrition, l'activité physique, l'environnement. Le troisième élément, c'est celui de l'engagement dans l'écosystème, c'est-à-dire avec tous les professionnels de santé. Car, et c'est le 4e élément, c'est un projet collectif que nous entendons mener avec tous les professionnels de santé. Il y a un engagement humain qui est loin d'être une opportunité marketing. Alors, effectivement, ce n'est pas une opportunité marketing, ça existe dans l'ADN et dans l'histoire de notre mutuelle, qui a été créée il y a maintenant 60 ans. Et la solidarité en faveur des moins favorisés, des plus démunis, des plus vulnérables, a toujours été une constante dans notre mutuelle. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'engager cette action, cette grande cause qui aboutira en 2023 avec la production d'un livre blanc que nous remettrons au pouvoir public. Parfait. Merci Gérard Videpeau. Alors aujourd'hui, dans cette émission, nous avons décidé de faire la lumière sur la fragilité financière des soignants et des soignés. Comme vous nous l'avez dit, vous réunissez autour de la grande cause l'écosystème de la santé. C'est pourquoi nous allons tout de suite rejoindre vos invités. Bonjour messieurs, merci d'être présents pour cet événement important. Gérard Videpeau, si vous le permettez, je vais commencer par présenter vos invités rapidement. Alors je tiens d'abord à remercier Éric Thibault, directeur des relations mutualistes chez la Banque française mutualiste, de s'être libéré au pied levé pour remplacer monsieur Garrigue Guillonneau, qui est président du conseil d'administration de la Banque française mutualiste et qui a malheureusement eu un impératif. Bonjour à vous. Bonjour. Nous avons également avec nous Jean-Louis Kiel, président fondateur de l'association Crésus. Bonjour, monsieur Kiel. Également connecté à distance, nous sommes avec Francis Manjonjean, président de l'Association française des directeurs des soins, l'AFDS. Bonjour. Bonjour à vous, merci. Et puis, monsieur Jean-François Amadou, président du comité de gestion à cœur ouvert de la MNH. Bonjour, monsieur Amadou. Bonjour, madame. Et pour terminer, vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai également une 7e personne à mes côtés en plateau qui a un rôle et un talent très spéciaux. Je suis ravie de vous présenter Mathieu Letellier, facilitateur graphique. Bonjour. Mathieu. Alors tu as un métier qui intrigue mais qui va nous apporter un bel éclairage. Est-ce que tu peux nous l'expliquer ? Mon rôle en tant que facilitateur graphique, ça va être de capturer les échanges, les idées clés qui vont être
qui vont émerger aujourd'hui et de vous les restituer en mélangeant du texte et du dessin. On verra ça un peu plus tard. Exactement. On va te laisser te concentrer sur les échanges qui vont suivre et puis nous découvrirons tout à l'heure ton résumé illustré. Démarrons sans attendre. La vulnérabilité financière, un obstacle majeur à la santé. Pour aboutir à de bonnes préconisations, il est primordial d'avoir un bon diagnostic. C'est pourquoi je vous propose de commencer par écouter Francis Manjonjean, président de l'AFDS, également directeur et coordinateur des soins du centre psychothérapique de Nancy. Monsieur Manjonjean, quelles sont les principales difficultés financières exprimées par les hospitaliers en termes d'accès aux soins ? Eh bien, écoutez, pour répondre à une telle question aussi importante, j'ai souhaité rencontrer 3 acteurs clés de l'hôpital. Ces 3 acteurs clés sont bien évidemment l'assistance sociale du personnel, qui a un rôle très important en lien avec nos équipes. L'assistante sociale de la PAS, qui elle est très souvent confrontée à l'accès aux soins de notre population qui exprime de la vulnérabilité. Et puis en ce qui concerne les étudiants, je me suis rapproché des instituts de formation pour avoir un peu le regard de nos collègues sur ce qui remonte de la part des étudiants. Alors pour commencer avec nos professionnels, lorsque j'ai rencontré effectivement notre assistante sociale du personnel, il y a 3 grands aspects qui sont sortis. Notamment le premier, notamment par rapport aux demandes d'aide fréquentes, c'est le coût des soins dentaires. Ça, c'est quelque chose qui ressort de manière très importante, qui même avec des aides proposées, ne permettent pas un certain nombre, effectivement, de faire face aux soins compte tenu du coût de ces prestations. Le deuxième point, et la période qu'on vient de passer en montre bien l'intérêt, c'est l'aide psychologique. Alors, dans un établissement comme le mien de santé mentale, c'est difficile d'aller voir ses collègues pour avoir un soutien psychologique individuel, ce qui veut dire qu'il faut se rendre dans le secteur libéral. Et dans le secteur libéral, au-delà des listes d'attente qui sont importantes, le nombre de professionnels qui sont en secteur 2 limite effectivement pour un certain nombre des collègues la capacité effectivement à suivre ces soins. Et on retrouve la problématique du secteur 2 aussi pour tout ce qui est accès aux soins somatiques. Dans le cas de l'activité libérale, et pour un certain nombre, ça les contraint à mettre ces soins-là à distance. D'accord. Très bien. Alors merci pour ce premier témoignage que vous avez relevé au sein de votre établissement. Je vais demander à Éric Thibault de réagir du coup à ce qu'on vient d'entendre, ce secteur 2 qui est très très développé sur le territoire français. Qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à ça ? Alors peut-être déjà juste un petit mot pour repréciser qui est la BFM, la Banque Française Mutualiste. Avec plaisir. Nous sommes une banque qui est née il y a précisément 35 ans, créée par la volonté des mutuelles de la fonction publique, dont en particulier la Mutuelle nationale des hospitaliers. Et donc, on émane véritablement de ce domaine et on est porté par les valeurs mutualistes de solidarité et de respect de la personne. La réflexion à laquelle ça nous amène en tant qu'établissement de crédit, donc on pressent que derrière cette problématique, il y a potentiellement une question de financement des besoins résiduels. Et en tant qu'établissement de crédit, on est là pour y répondre. Quelque part, il y a un besoin, il y a une opportunité, donc on va apporter une solution. Mais je dirais qu'en tant qu'établissement bancaire issu de ce monde de la mutualité, issu de l'économie sociale et solidaire, on se doit d'aller plus loin et d'être un acteur et de porter le message en communauté avec les mutuelles de la fonction publique et tout cet environnement, tout cet écosystème, de porter un message de responsabilité auprès des professionnels de santé en termes de modération de prix. Encore une fois, ce que les adhérents vont consacrer à leurs soins, c'est d'autant moins qu'ils pourront consacrer à d'autres projets de vie. Donc on se veut un acteur économique responsable et partenaire de cet écosystème mutualiste. D'accord. Alors, je voudrais faire réagir Monsieur Vuittepeau en tant qu'ancien directeur d'hôpital. Je voulais savoir, on a entendu Monsieur Manjonjean qui disait que le personnel a lui-même du mal à pouvoir être soigné au sein de son propre établissement. Comment ça se passait chez vous et quelles pouvaient être des solutions ? Sur les 3 points soulevés par Francis, effectivement, ils sont très très prégnants.
Sur le premier, les soins dentaires, j'ai un bon exemple. Ça mérite d'être souligné. On parlera de la reproductibilité tout à l'heure. Là, on se heurte à certains murs de l'administration, si on peut dire. Sur les soins dentaires, il y a maintenant plus de 10 ans, en 2009, dans l'établissement dans lequel j'exerçais, c'est une fondation reconnue d'utilité publique qui gère une activité de santé et puis un centre justement de soins dentaires pour personnes en situation de handicap, toute forme de handicap. Et donc ce centre Handident a été créé avec la volonté de 2 chirurgiens dentistes, un qui pratiquait déjà dans un établissement médico-social et l'autre qui était sa consoeur, qui a accepté de mener le projet avec nous en tant que chirurgien dentiste chargé de la coordination des soins. Et donc en un même lieu, ça a été créé sous la forme d'un réseau de santé publique. En un même lieu sont dispensées l'information, à la fois des patients, de leur famille, des professionnels quand il s'agit d'établissements médico-sociaux. L'information, le soin, la prévention, pardon, le dépistage, donc la prévention et le soin. Le soin sous différentes, et là c'est là que ça a été original, c'est pas encore trop reproduit. C'est-à-dire qu'il y a d'une part des soins à ce qu'on appelle au fauteuil, avec une sédation sans intubation, qui permet de faire tous les soins conservateurs. Les soins prothétiques, j'y reviendrai après. Tous les soins conservateurs, et lorsque les soins sont plus longs, plus conséquents, le travail en bouche plus long, eh bien c'est au bloc opératoire, cette fois sous anesthésie générale et avec intubation. Et là, pour répondre clairement à la question du prix, eh bien tous les intervenants ont accepté, y compris les anesthésistes, de travailler en secteur 1, c'est-à-dire sans dépassement d'honoraires. Et ça, depuis 10 ans, avec des résultats qui sont très très bons, parce que le handicap entraînait du surhandicap, c'est-à-dire que, faute de pouvoir soigner correctement une carie, par exemple, eh ben, ça se terminait par une extraction, et puis on enlevait 1 dent, 2 dents, 3 dents, jusqu'à avoir une incidence sur la qualité de la nutrition du patient. Là, les résultats en termes de santé sont excellents. Ils commencent maintenant à développer quelques soins prothétiques. Mais la barrière du secteur 2 a été franchie, si je puis dire, enfin tout au moins neutralisée. Et donc les soins sont dispensés sans aucun reste à charge pour les patients. Et pour toute forme de handicap, je le répète, mental, sensoriel, moteur, voire les personnes en situation de grande dépendance. Sur l'aide psychologique, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Là, on n'a pas d'exemple. Par contre, sur le troisième, sur les soins courants, le projet de cet établissement, eh bien, c'est de créer une maison dédiée, enfin une maison ou un service, une unité complètement dédiée aux personnes en situation de handicap, élargissant donc aujourd'hui le champ de la chirurgie dentaire, enfin de la santé bucco-dentaire, pardon, vers des soins médicaux. On sait très bien qu'en gynécologie, par exemple, les mesures de prévention et de soins sont insuffisantes, qu'en ophtalmo, c'est un autre exemple aussi. Et là, ils sont en train de travailler justement pour travailler s'entendre et conclure des accords avec des professionnels qui neutralisent ce dépassement d'honoraires du secteur 2. Ça existe, il y en a, il faut les chercher, il faut les convaincre, il ne faut pas désespérer. Et aller taper aux portes du ministère ou des agences parce que les moyens existent. Il y a des enveloppes qui sont peut-être insuffisantes, mais qui peuvent être allouées et qui peuvent permettre justement de franchir et de combattre cette vulnérabilité financière et tout au moins de combattre cette difficulté d'accès aux soins liée justement aux finances. Oui, qu'on ne se retrouve plus dans cette situation où effectivement les professionnels de l'établissement ont du mal, ne peuvent pas se faire soigner dans leur propre établissement à cause du dépassement d'honoraires. Donc effectivement, il y a des solutions possibles. Alors parmi les dispositifs développés par la MNH pour l'accès à la santé de vos adhérents, il y a le comité de gestion à cœur ouvert présidé par Jean-François Amadou. Voyons avec vous, monsieur Amadou, qui peut faire appel à ce comité et les réponses qu'il apporte. Le comité de gestion à cœur ouvert est une émanation des conseils d'administration MNH.
6 administrateurs accompagnés par le service entraide et handicap gèrent un ensemble financier de 6,5 millions d'euros, divisé en 2 gros volumes. Le secteur entraide à l'intention des adhérents en difficulté financière ou sociale, et le service handicap qui, comme son nom l'indique, a vocation à accompagner nos adhérents à qui la Maison départementale des personnes handicapées a attribué un taux d'incapacité supérieur à 50%. Les demandes d'aide sont bien sûr à l'initiative de l'adhérent qui remplit un imprimé qu'il a demandé auprès de nos services ou qu'il a obtenu dans son espace adhérent. Il peut à cette occasion se faire aider par un élu de la mutuelle ou toute personne de son choix, comme l'assistante sociale de l'hôpital, comme l'indiquait Monsieur Monjean-Jean. Et donc, ce dossier est ensuite examiné par le comité de gestion qui décide d'un montant qui doit répondre partiellement ou totalement aux difficultés de l'agent hospitalier, et ceci en rapport avec le quotient familial de cet agent. Ainsi, la décision est personnalisée pour être au plus près de la réalité d'une situation souvent très atypique. En général, le délai de réponse est inférieur à 1 semaine dès la réception de l'imprimé. Ces fonds proviennent directement des cotisations des adhérents. Ils représentent 1% de leur versement. C'est à la fois peu en termes de pourcentage, mais beaucoup en capacité de redistribution. Les adhérents expriment ainsi leur solidarité envers leurs collègues dans ce monde où l'individualisme se développe. Depuis 60 ans, ce choix a toujours été confirmé de la solidarité par l'Assemblée générale annuelle qui vote les crédits. Lorsque notre action, qui vise à répondre à un problème ponctuel et dans l'urgence, ne s'avère pas suffisante, nous faisons appel à des partenaires qui ont vocation à accompagner nos adhérents dans le temps. Ainsi, notre partenariat avec l'association Crésus permet une action de longue durée visant à redresser une situation budgétaire qui s'avère souvent très compliquée. Merci Monsieur Amadou pour cette présentation du comité de gestion à cœur ouvert de la MNH. Alors je précise à ceux qui nous regardent que les liens vers les organismes, associations et dispositifs dont nous vous parlons vous seront envoyés par email. Je vous rappelle également de ne pas hésiter à envoyer vos questions via le chat puisque nous y répondrons en fin d'émission. Alors, suite à vos propos, Monsieur Amadou, je vais me tourner vers l'association Crésus et son président fondateur Jean-Louis Kiel, appelé le briseur de dettes. Jean-Louis Kiel, que peuvent trouver les personnes en situation de surendettement ou de difficulté dans la gestion de leur budget auprès d'une association comme Crésus ? Alors, je voudrais rectifier le terme de briseur de dettes, c'est plutôt reconstruire des parcours de vie brisés. Et ça me paraît plus juste, on ne s'attaque pas aux dettes, on beaucoup essaye... plus humain, effectivement. Absolument, c'est l'être humain qui compte et c'est notre attachement à la MNH et à la BFM que je voudrais souligner ici. Et Crésus, en fait, on y met de l'humanité et de l'expertise face à un problème qui fait honte et qui aggrave l'état de santé des personnes qui sentent perdre pied, n'avoir plus le courage de se battre. Et donc, lorsqu'elles viennent nous rencontrer, la première des choses qu'on fait, c'est, en toute humilité, construire le budget. C'est l'élément de base, on l'apprenait autrefois dans les écoles, c'était destiné aux femmes. Aujourd'hui, ce serait injuste, c'est les hommes et les femmes qui doivent avoir cette éducation. Et ensuite, lorsqu'on découvre son budget, voir les sources d'économie que l'on peut faire, voir renégocier certaines dettes qui sont trop lourdes ou le fardeau est trop lourd à porter, et donner aux gens le courage de se remettre en route, de leur redonner finalement l'essentiel dans la vie, la dignité, de la recouvrer. Vous savez, il y a le terme dette, en allemand signifie die Schuld. C'est le péché. Alors qu'au contraire, la dette fait partie de la vie et il faut rassurer les gens, reconstruire leur parcours. Et croyez-moi, ma plus grande fierté, c'est lorsque les gens arrivent en larmes et ressortent finalement le sourire aux lèvres parce qu'ils ont retrouvé le courage de se battre. J'imagine une approche très humaine, cette bienveillance pour enlever la honte, puisque la première des choses, c'est de pouvoir effectivement en parler pour trouver des solutions et ne pas laisser le problème s'amplifier. Absolument, agir vite, prévenir vaut mieux que guérir, ce sont des plaies, effectivement, qui détruisent des familles. Hein. Je veux dire, la France a un énorme problème, on n'ose pas parler d'argent. Or, l'argent,
c'est un moyen, hein, c'est pas une finalité, mais il faut oser en parler et aller rapidement trouver des solutions plutôt que de s'enferrer dans la solitude. Et donc le métier de Crésus, c'est une expertise qui est très complexe. Il faut écouter, il faut comprendre, et ensuite il faut agir. Il ne suffit pas de se lamenter, on n'est pas avocat ni procureur, mais avec empathie, reconstruire ces personnes. Il y a une vie après la difficulté financière et on la surmonte toujours, mais en restant ensemble et solidaires et responsables. Alors par rapport à cette importance de la détection le plus en amont possible, vous me disiez que vous aviez une plateforme de prescription sur laquelle, par exemple, la MNH pouvait vous signaler une personne qu'il serait bon de pouvoir accompagner et qui peut-être elle-même n'ose pas. Et en tout cas, quand les personnes osent enfin, c'est que finalement la situation est déjà allée très loin, trop loin. En effet, c'est l'une de nos fiertés, c'est de proposer aux établissements bancaires, et la MNH était l'une des mutuelles qui nous a rejoints le plus tôt, et j'y suis très attaché parce que finalement on a une symétrie de métiers. Il y a les soignants, les soignés, puis on fait partie de ceux qui soignent des plaies. Et il faut venir vite. Et l'idée était, lorsqu'une demande d'aide sociale est faite, c'est de traiter pas seulement le besoin ponctuel d'argent qui ne réglera pas le problème, mais de nous confier cette personne pour faire un point, chercher des solutions qui sont peut-être autres que l'aide. Il y a des sources d'économie dans un budget, il y a des droits, et notamment le droit à la santé qui existe. Il y a des droits qui existent et qui ne sont pas activés. Et là, c'est le rôle de Crésus. En tant que tiers de confiance, on est neutre, comme je vous l'ai expliqué, on n'a pas de vision moraliste qui soit nécessaire. Il faut soigner les plaies. Un chirurgien, lorsque vous venez avec un cancer, ne vous reproche pas d'avoir fumé. Il ne faut pas fumer, évidemment, mais il vous soigne, il vous opère, sans poser de questions. Et là, il y a une symétrie et il y a de véritables miracles qui se font. Il y a des échecs également, mais la vie est faite de réussites et d'échecs, mais il faut continuer d'avancer. Et c'est sans doute un des partenariats qui nous tient le plus à cœur. Nous partageons des valeurs communes d'humanisme et de responsabilité. Très bien. Afin d'illustrer votre mission, 2 bénéficiaires adhérents de la MNH ont accepté de témoigner pour nos auditeurs. Nous les remercions chaleureusement et nous ne citerons que leur prénom pour respecter leur souhait de discrétion. La première que nous allons entendre est une hospitalière en cours d'accompagnement. Voici son témoignage. J'ai eu un accident de la vie, j'ai eu une grave maladie, je me suis fait opérer pour un bypass. Et dans ce bypass, ce qui s'est passé, c'est le jour où j'ai fait le bypass le matin. J'ai été opérée le matin. Quand je suis sortie du bloc, j'ai fait une hémorragie importante. J'étais entre la vie et la mort. Et ce qu'ils ont décidé, c'est qu'à 16h, ils me refassent une opération. Mais ils ont fait 2 anesthésies ce jour-là, lourdes, parce que c'était des opérations à plus de 5 heures de chirurgie. Parce qu'il a fallu voir où était l'hémorragie. Quand ils ont réopéré, j'ai été en réa, je suis restée longtemps en réa. Ce qui s'est avéré, au bout d'1 an, on s'est aperçu que j'avais fait un AVC durant l'opération. J'ai été arrêtée, là ça fait 4 ans que je suis arrêtée. J'étais tellement malade que j'ai fait une petite dépression qui ne m'a pas permis de faire toutes les démarches administratives qu'il fallait à temps. Et j'avais un décret BFM. J'ai appelé MNH et MNH après m'a donné le numéro de téléphone de Crésus. Et à ce moment-là, il m'a envoyé un dossier de surendettement que j'ai fait. La Banque de France m'a envoyé en me disant que mon dossier était recevable et qu'ils allaient, vu mes problèmes de santé, mon invalidité et tout ça, annuler ma dette. Crésus, ça a été le déclic que j'avais pas pour faire les choses. Je faisais plus rien. J'étais couchée dans mon lit, fatiguée, et je suis encore très fatiguée. J'avais plus la capacité de dire, bah tiens, il faut que je prenne mes feuilles d'impôt, mes feuilles celle-ci, mes feuilles cela. MNH, ce qui m'a bien aidé chez eux, c'est qu'ils m'ont pas dit, bah tiens, on va vous donner de l'argent et puis basta. Ils ont compris mon histoire et ils m'ont dit, bah voilà, on va vous donner
une aide humaine. Et l'aide humaine, c'est plus important pour moi que l'aide financière. Parce que l'aide financière, c'est très bien, mais l'aide humaine, ça nous permet de nous relever au moment où on est très bas. Et donc là, pour moi, je me sens revivre. Même si j'ai encore mes problèmes de santé, si je suis fatiguée et tout ça, c'est une épreuve de la vie qui est très très difficile, mais qui m'a appris beaucoup. Il y a des solutions dans la vie, il faut les écouter, il faut les entendre et il faut essayer de les faire. Et oui, un grand merci à Fatma, la deuxième témoin adhérente de la MNH que nous allons entendre, a quant à elle déjà bénéficié il y a quelque temps de cet accompagnement et sa situation est aujourd'hui rétablie. Écoutez ce qu'elle souhaitait nous en dire. Je me suis retrouvée en situation un petit peu compliquée avec mon mari. On avait décidé en fait qu'il prendrait un congé parental jusqu'aux 3 ans de notre dernière. À la fin de son congé, il aurait pu ensuite revenir sur le monde du travail. Sauf que on s'est retrouvé en plein confinement, sans allocation familiale. J'ai eu un accident de travail en janvier 2019 qui m'a valu, on va dire, un congé pendant plus d'1 an. J'ai réintégré un poste aménagé en janvier aussi, donc 2020. Je ne faisais plus de nuit. Je ne faisais plus de week-end, donc on va dire que je touchais mon salaire sans les majorations habituelles. On s'est retrouvé vraiment avec juste mon seul salaire et on va dire facilement plus de 1000 euros, 1100 euros on va dire en moins, depuis le mois de mars. Psychologiquement c'est épuisant, le fait de ne pas dormir, le fait d'être angoissée, tout s'est un petit peu enchaîné, donc la perte de salaire, les factures, ma situation médicale qui permettait pas non plus moi d'aider les choses, donc je conduisais plus, donc c'était assez compliqué. Et l'autorisation de découvert est dépassée, là on se dit c'est soit on fait un crédit et on se met encore plus en difficulté parce qu'on ne sait pas si on va avoir des ressources supplémentaires pour les payer. Il suffit vraiment des fois de pas grand chose et des choses qu'on n'a pas prévues, un frigo qui tombe en panne, un congélateur qui lâche, une voiture qui a des réparations, on va dire que 2-3 petites choses qui s'accumulent et on peut vite se noyer, on va dire. On s'est retrouvé en grosse difficulté en fait, donc c'est pour ça qu'on m'a parlé ensuite de l'aide via la MNH par rapport au comité de l'hôpital, avec qui j'ai aussi fait une demande et qui m'a orienté vers la MNH ensuite, donc qui nous ont aidés en fait après par la suite. Crésus, on va dire que c'est des gens qui sont là, qui sont à l'écoute et qui en fait sans jugement, donc c'est ça qui a été agréable. De nous accompagner, de faire un petit peu le point sur la situation et comment on va dire nous aider à améliorer les choses. Ils ont pris le temps de nous rappeler régulièrement pour savoir où on en était, est-ce que j'avais besoin d'aide, de conseils, jusqu'à ce que finalement je leur dis non, qu'on a réussi à stabiliser les choses et que on va dire que c'est pas rose tous les jours, mais on s'en sort mieux. Voilà. Ça fait du bien de se dire qu'on sait qu'il y a des gens qui sont là quand même, avec qui on peut quand même partager, échanger. C'est vrai qu'on n'ose pas. Moi, honnêtement, je connaissais pas. C'est vrai que si la MNH nous avait pas orientés, on peut très vite perdre pied et c'est dommage parce qu'il y a des gens qui sont là, il y a des organismes qui sont là, donc autant en profiter, quoi. Un accompagnement sans jugement, c'est donc, ça a été la clé, on l'entend pour eux. Jean-Louis Kiel, un mot pour conclure ces témoignages. C'est la plus belle récompense qu'on puisse faire à Crésus et je pense à la MNH de sortir les gens de l'ornière c'est absolument remarquable. Ce sont des personnes, ce sont des héros, voilà, tout simplement. Ils ont repris leur destin en main et ils se sentent mieux et vont affronter les difficultés. Ça ne se finit pas tout de suite, mais c'est vraiment une solution unique en Europe d'ailleurs, d'agir quasiment en temps réel et de redonner de l'espoir aux gens et de renouer avec la confiance. Il faut du courage et surtout il faut oser aller se faire aider. Absolument. Seul on peut aller vite, ensemble on va loin. Exactement. Alors après ce focus sur les hospitaliers en vulnérabilité financière qui peinent à accéder aux soins, élargissons le spectre car il s'agit bien entendu d'un problème de société. D'ailleurs, Jean-François Amadou, on se reconnecte avec vous. Quels sont les chiffres clés de la précarité en France ?
Écoutez, si l'on se réfère à une enquête de l'INSEE de 2018, 7 millions de personnes sont concernées par des aides financières que l'on peut qualifier pour un grand nombre d'entre elles de filets de sécurité. Mais au-delà de ces aides, une étude de l'adresse, qui a déjà quelques années, montre que 11 millions de personnes présentent une incapacité ou un handicap qui les empêche de vivre un quotidien sans difficulté. Face à ces données, qui concernent l'ensemble des Français, certaines particularités affectent les personnels de la fonction publique hospitalière qui, nous n'oublions pas, sont également parfois des patients. Ainsi, les revenus des personnels présentent une structure très particulière. Nous constatons qu'une partie des personnels, et surtout les soignants, ont un salaire fixe et de nombreuses primes. Et la dame l'a évoqué dans le témoignage à l'instant, lorsque ces primes n'arrivent plus, le budget est déséquilibré. Ainsi, pour les infirmières et pour les aides-soignantes, ces primes peuvent atteindre et représenter jusqu'à 1/3 de leurs revenus mensuels. Il est malheureusement facile, comme on le voyait, d'imaginer que lorsque ces primes ne tombent plus, suite à un arrêt maladie, leur budget est déstabilisé et une spirale de difficultés va s'enchaîner. De manière plus générale, les difficultés financières sont souvent à l'origine d'une dynamique de dévalorisation, comme le précisait Jean-Louis Kiel, qui s'accompagne souvent d'une souffrance morale, de honte et parfois de troubles psychologiques. Dans certaines situations, l'INSEE en 2018 a constaté que la personne non seulement ne peut plus manger à sa faim, mais que s'occuper de son corps et se soigner devient pour elle secondaire. L'INSEE a également montré que l'écart d'espérance de vie entre les Français les plus riches et les plus modestes pouvait atteindre 13 ans. Ainsi, on voit que la vulnérabilité financière est un problème sociétal dont les conséquences sur la santé ne sont pas suffisamment prises en compte. Merci pour ce point et ces chiffres impressionnants, effectivement. Alors, de l'autre côté du tableau, vous êtes donc, vous, en tant que soignant, confronté à ces patients en souffrance financière. Francis Mangeon-Jean, vous nous disiez tout à l'heure avoir recueilli le témoignage de l'assistante sociale de la PAS. Quelles sont les principales difficultés relevées du côté des patients ? Eh ben, ce qu'on observe pour un certain nombre d'entre eux, au-delà de la précarité, c'est, je dirais, ce qu'on pourrait appeler l'errance administrative. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'arrivent pas à faire valoir leurs droits, à compléter leur dossier. Et c'est là où le rôle de notre assistante sociale de la PAS a un rôle fondamental pour pouvoir effectivement accompagner la personne, pour pouvoir effectivement accéder à ses droits. On est beaucoup confronté, dans notre discipline aussi, je dirais, des populations migrantes, avec des difficultés aussi d'expression de la langue, qui nécessitent de recourir à un certain nombre d'apprêtariats qui sont très compliqués à trouver là aussi. Donc c'est un ensemble de facteurs qui fait que pour accompagner ces personnes-là dans l'accès aux droits, on rencontre un certain nombre de difficultés. Et l'idée d'avoir des personnes qu'on pourrait appeler référentes de parcours ou coordinatrices de parcours avec ces personnes-là sont fondamentales. Et le rôle de l'assistance sociale de la PAS remplit effectivement cet aspect-là. Parce qu'on se rend compte que dès lors où la vulnérabilité financière ou des difficultés d'accès aux droits n'est pas là, la prise en charge de santé mentale n'est pas réalisée. Et quand la santé mentale n'est pas prise en compte, la souffrance liée aux soins somatiques est notamment exacerbée. Donc tout est lié, effectivement, accès aux droits, santé psychique et santé somatique sont totalement reliés. Effectivement, les situations sont amplifiées, comme vous le dites, entre précarité et puis la situation mentale, la situation physique qui en découle. Quelles seraient les pistes d'amélioration selon vous ? Je pense que, comme j'ai un peu introduit le rôle de l'assistante sociale là, mais on pourrait imaginer que le management un petit peu de proximité auprès de ces personnes-là, alors dans les services de soins, mais aussi sur les territoires, permettrait peut-être de mieux accompagner ces personnes pour éviter, comme on l'évoquait tout à l'heure, une descente beaucoup trop importante de laquelle c'est plus complexe de remonter et de reprendre son destin en main. Parce que ces personnes-là, si on ne leur donne pas les moyens, effectivement, de mettre ensemble ce qui est nécessaire, ça va être très compliqué pour elles. Oui, exactement. Monsieur Vuittepeau, est-ce que vous auriez quelque chose, vous aussi, comme piste d'amélioration ?
par rapport à ces problèmes, un problème de santé publique. Si on reprend l'exemple des soins dentaires tout à l'heure, je sais que les facultés de médecine de Reims, Nancy et Strasbourg se sont entendues pour développer auprès des étudiants en chirurgie dentaire des modules de formation spécifiques à l'approche relationnelle, à la compréhension et apprendre cette empathie dont parlait Jean-Louis tout à l'heure pour justement entrer en relation. C'est bien de la médiation médicale qu'il s'agit. Et donc, il y a des programmes de formation. Alors, c'est l'exemple des soins dentaires, c'est aussi l'exemple que Francis a évoqué aussi, pour aider, connaître tous ces dispositifs et aider les personnes à franchir le labyrinthe, parfois, des formalités administratives. Jean-Louis pourrait en parler mieux que moi et pendant plus longtemps. En tout cas, on est d'accord, effectivement, une bonne prise en charge des patients démarre en effet par l'approche humaine du personnel soignant qui doit y être formé. C'est fondamental. Et quoi qu'il en soit, l'approche humaine, on la voyait aussi avec vous, Jean-Louis Kiel, c'est vraiment fondamental, effectivement. On a vu tout à l'heure les accompagnements existants donc pour aider à sortir ces personnes du surendettement. Mais en amont, quel rôle peuvent jouer les acteurs financiers pour leur éviter de s'enfoncer dans des difficultés financières, Monsieur Thibault ? Alors j'aurais tendance à dire, on peut le voir à 3 niveaux. Et on va essayer de remonter ces 3 niveaux pour remonter peut-être à la source du problème et des difficultés. Quand il y a des difficultés, c'est-à-dire qu'on se retrouve au niveau bancaire dans une phase de ce qu'on appelle de recouvrement. Et donc là, il est nécessaire, et c'est un peu dans les objectifs de la BFM, d'avoir une approche la plus personnalisée possible du recouvrement, et des méthodes les plus adaptées, les plus humaines, on l'a vu, et de travailler très positivement avec l'environnement. On a évoqué tout à l'heure des contacts avec la partie action sociale de la MNH, on le fait aussi avec l'ensemble des mutuelles, pour apporter des solutions les plus fines possibles, proposer aussi un système de plateforme d'accompagnement. Donc ça, c'est la phase véritablement de recouvrement. Si on remonte en amont, c'est-à-dire quand on a octroyé, mis en place le crédit, on a un rôle important à jouer. Déjà dans le type de crédit qu'on va proposer, par exemple, on s'est toujours refusé à faire du crédit revolving, parce qu'on estime que c'est un crédit qui n'est pas responsable et qui est dangereux en matière d'endettement. Deuxième élément, c'est très concret, c'est très pratique. On fait en sorte d'avoir les taux d'intérêt parmi les plus bas du marché pour les agents de la fonction publique et donc faire en sorte que ces taux d'intérêt ne soient pas un critère d'accroissement des difficultés. Et puis donc, comme on s'adresse à des agents de la fonction publique, en particulier hospitalière, d'avoir une analyse des dossiers qui prennent bien en compte les spécificités. Et donc là, on était dans le curatif, dans un certain niveau d'anticipation, mais je pense qu'il faut aller encore plus en amont. Et comme l'évoquait tout à l'heure Jean-Louis, c'est dans la sensibilisation et dans la formation. C'est toute l'approche budgétaire qui doit être réinstaurée auprès des plus jeunes et peut-être aussi des moins jeunes. On a une expérience commune avec Crésus qui est le jeu Dilemme, que l'on met en place en particulier dans des écoles de la fonction publique. Dilemme, okay. qui est un jeu de société et qui permet de sensibiliser véritablement aux enjeux de la gestion budgétaire. Et le but, c'est de retrouver des réflexes en matière de gestion budgétaire et de dire, effectivement, quand vous êtes confronté, parce qu'à un moment donné dans la vie, vous aurez certainement des accidents de la vie, à ce moment-là, tout ce qu'on s'est dit avant. Comment faire, comment réagir dans ce type de circonstances. Donc voilà un petit peu les 3 points clés qui paraissent essentiels. D'accord, et le faire d'une façon ludique pour qu'on comprenne justement qu'il n'y a pas de honte à avoir. On se retrouve tous à des moments donnés dans des situations plus ou moins compliquées. Donc c'est aussi normal et il faut juste avancer et se faire aider pour ça. Alors on voit bien que tout ça, en fait, il s'agit d'une action collective. Donc je me retourne vers vous, Monsieur Vitpeau, parce qu'on voit que sans ces partenariats avec les acteurs financiers, sociaux, ce ne serait pas possible. Oui, vous avez entièrement raison. Et donc c'est ce partage de valeurs entre les mutuelles dont parlait Eric tout à l'heure, qui ont créé la BFM, qui a un esprit tout particulier. C'est celui d'accompagner au mieux, qui a une vocation solidaire et qui s'efforce d'accompagner au mieux les adhérents des dites mutuelles. Et là, sans ce partenariat avec BFM, qui accorde des taux bas, un ménage prenant en charge les intérêts financiers, on ne pourrait pas aider nos adhérents.
et je vais aussi inscrire dans ce dispositif le laboratoire Crésus qui a créé le budget grande vitesse dont va nous parler Jean-Louis. S'il le veut bien. Qui complète ce dispositif. Merci. Oui, exactement. Oui. En effet. C'est vous qui présidez d'ailleurs ce laboratoire qui développe Je ne l'outil préside pas. numérique. Ah, Je précision. suis davantage la femme de ménage. Alors, il faut être humble. C'est des ingénieurs qui développent. Hein. C'est essayer de... je crois que l'idée principale de BGV... Alors, on le dit, BGV, c'est budget à grande vitesse. Et c'est je ça dirais, bien gérer sa vie. Ce serait peut-être une plus belle expression de l'acronyme BGV. Ça venait du TGV, en fait, qui relie maintenant notre région et les régions de France à grande vitesse. Et le budget est parfois fastidieux à faire. Et on a, ça fait 3 ans qu'on bosse dessus, et cette année, ça sortira. On démarre les tests dans les prochaines semaines, jusqu'en septembre, pour ensuite permettre notamment aux adhérents de la MNH de disposer d'un outil qui aura plusieurs fonctionnalités. La première, c'est de calculer en temps réel son reste à vivre, qui est différent du solde que vous avez sur le compte. C'est l'argent que vous allez dépenser pour prendre un crédit de plus, le cas échéant, parce que le crédit, ça permet aussi de construire sa vie. Hein. Il ne faut pas rejeter le crédit, mais trop de crédit, hein, comme disait Madame Lagarde, qui est aujourd'hui à Francfort, ça risque de conduire à une catastrophe. Donc l'outil permettra de calculer en temps réel, il sera gratuit, sécurisé, à but non lucratif, sans publicité. Ça appartiendra aux citoyens, c'est le principe de souveraineté des données. Vous calculerez en un clic le montant que vous pouvez dépenser au début de mois. Vous avez 2000 € sur le compte, mais il y a 1500 qui vont partir pour le loyer, pour la mutuelle, hein, heureusement, et pour les impôts, etc. Et il vous reste un reste à vivre qui vous permet, le terme c'est le disponible en fait, l'alimentation, les loisirs, parce que la vie n'est pas faite que de souffrance. Il faut aussi pouvoir se faire plaisir un petit peu. Hein. On a de nouveau envie de retourner au café maintenant. Oh oui. Et ensuite, l'outil permettra également de calculer, de détecter les droits sociaux et les droits extra-légaux, parce que la MNH a des dispositifs qui permettent d'aider les adhérents. Donc, si on détecte quelqu'un de MNH qui l'utilise, il saura les aides auxquelles il peut prétendre. Ensuite, lorsqu'il cherchera un logement, lorsqu'il voudra un crédit, il pourra générer une fiche de dialogue, une fiche budgétaire certifiée qui indique le reste à vivre. Donc ça va permettre de mieux octroyer le crédit et de se projeter dans la vie. On n'aura plus de travail à Crésus, tant mieux. Et on ira au-delà, c'est de programmer des projets, on change de région, on va avoir une augmentation, une diminution de salaire, de pouvoir se projeter dans l'avenir. Et enfin, la dernière utilité, lorsqu'on a le risque de rejet d'un loyer ou d'une mensualité de crédit, la personne sera mise en lien, si elle le souhaite, c'est toujours la personne qui dit, je me mets en relation avec ma mutuelle, si par exemple j'ai une difficulté, ou je me mets en relation avec ma banque pour éviter des frais bancaires, pour éviter de plonger encore plus bas. Donc c'est un pari sur l'avenir, mais je pense que c'était notre rôle de donner cette impulsion, et on est soutenu aujourd'hui par la MNH, les mutuelles, des banques font un peu la queue chez nous aussi pour s'inscrire, ils veulent d'abord voir, alors que d'autres ont dit allez-y, eh ben on va démontrer qu'on peut faire avec le numérique, concilier l'humain et le digital. L'humain ne sera pas remplacé. Le numérique de demain, c'est justement, on aura besoin de plus de cœur et peut-être moins de technicité, on facilitera la vie des gens, mais ça reste la vie des gens qui est malheureusement difficile, mais ensemble, comme je le disais tout à l'heure, et avec le numérique, on peut rendre le monde meilleur. Très bien. Alors vous le disiez, les banques veulent voir ce que ça donne. Nous aussi, on a très envie de voir ce que ça donne. Donc l'application va sortir bientôt. Il y a déjà une version bêta et on va regarder ensemble une vidéo qui présente cette application BGV, budget à grande vitesse, ou bien vivre sa vie, c'est ça? Bien gérer sa vie. Bien gérer sa vie. J'ai changé le nom aujourd'hui pour la MNH. BGV, une application, un projet, une vision au service de votre budget. BGV est un outil destiné à aider la gestion budgétaire de ses utilisateurs. Il vous aide à avoir une image précise de votre situation financière, à prévoir au mieux vos dépenses récurrentes et anticiper vos projets de vie. À l'occasion de la sortie de l'application en version bêta,
permettez-nous de vous faire un tour d'horizon sur ses fonctionnalités principales. Ce projet est à l'initiative de l'association pour la Fondation Crésus. Depuis plus de 20 ans, Crésus lutte contre le surendettement et encourage l'éducation budgétaire, avec notamment le programme d'éducation financière d'ILEM. Depuis 2019, l'association a à cœur de développer un nouvel outil numérique pour vous accompagner dans la constitution de votre budget. Vous trouverez BGV sur votre ordinateur et pour davantage de mobilité, vous retrouverez votre nouveau compagnon budgétaire sur téléphone et tablette. Voici Stéphane, 28 ans, agent hospitalier. Jeune actif, Stéphane fait attention à ses dépenses, mais ne prend pas le temps de s'occuper de son budget. Grâce à BGV, il a pu synchroniser ses comptes bancaires et a désormais une vue d'ensemble de l'état de santé de ses finances. À tout moment, Stéphane peut retrouver le détail de son budget. Il peut suivre l'évolution de l'argent qu'il a à disposition, ainsi que l'argent alloué pour payer ses factures. Au travers de ses fonctionnalités, BGV lui offre une traçabilité de ses revenus et de ses charges. Il a une vue globale, matérialisée par le reste à vivre, qui est une information essentielle pour diagnostiquer sa santé financière. Qui dit budget maîtrisé, dit planification de projet. Avec BGV, cela n'a jamais été aussi simple. Un objectif, un budget, et le projet peut être lancé en toute sérénité. Mais malgré tous nos efforts pour planifier notre vie, des imprévus peuvent survenir et bousculer nos projets. Grâce à BGV, il sera plus simple d'y réagir, notamment à l'aide de la fiche budgétaire qui vous permettra de faciliter votre accès au prêt. Et ceci n'est que le début, de nombreuses fonctionnalités supplémentaires sont à venir. Venez tester l'application. Très intéressant, bravo. Alors les jeunes générations sont bien sûr très à l'aise avec ces applications qui peuvent être d'une aide précieuse et devenir même des véritables outils pédagogiques. Ça m'amène à parler de la troisième catégorie de collaborateurs que Francis Manjonjon avait interrogé, les étudiants du centre hospitalier. Alors leur retour diffère-t-il de ceux que nous avons évoqués jusqu'ici ? Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué quand vous avez reçu le témoignage de ces étudiants ? Eh bien, écoutez, c'est vrai qu'il me semblait important de voir cette nouvelle génération qui arrive effectivement dans nos établissements, puis qui ont vécu une période récente assez compliquée aussi pour eux. Alors, curieusement, on ne peut pas dire qu'ils parlent de problèmes d'argent. Alors, est-ce que c'est tabou? Est-ce que c'est quelque chose un peu compliqué pour eux? Il semble qu'ils ont conscience qu'en ce qui les concerne, ils avaient quand même la possibilité d'avoir encore des petits boulots, parce que de par leur formation, ils ont pu travailler à l'hôpital, donner des coups de main, avoir des vacations, ce qui n'est peut-être pas tout à fait le cas des autres étudiants dans les autres filières, où bon nombre d'activités avaient été fermées et se sont retrouvés sans activité. Bon nombre de nos étudiants, quand ils sont à l'hôpital, peuvent au moins, d'un point de vue alimentaire, bénéficier d'un repas tous les jours à travers le self de l'établissement, pour lequel ils ont accès de manière attractive, avec des prix attractifs. Et puis pour un certain nombre, avec la crise Covid, ont pu travailler en télétravail, prendre leur cours, retour à la maison, qui a peut-être moins impacté l'aspect financier. Donc l'aspect financier n'a pas été un sujet directement sur le fait. Par contre, on peut le retrouver à travers le sentiment d'isolement, le sentiment de souffrance psychologique, d'accès aux soins, où là, effectivement, c'est quelque chose qu'ils évoquent comme une grande difficulté qu'il va falloir qu'ils surmontent dans les semaines et les mois qui viennent, dans le cadre de la reprise de l'activité. Donc voilà, le lien n'est pas forcément direct, mais ils se considéraient un peu comme peut-être, alors je ne sais pas si le terme privilégié est le bon terme, mais un peu protégés par rapport à la moyenne des étudiants qu'on pouvait retrouver en université. D'accord. En tout cas, on voit bien le diagnostic assez commun au témoignage, un lien très fort que l'on retrouve chaque fois entre la vulnérabilité financière, la charge psychologique et l'amplification du coup des soucis de santé mentale et physique. C'est un cercle vicieux qui forme un obstacle à la santé. Aujourd'hui, pour cet événement de relance de la grande cause MNH 2020-2023, nous avons décrypté l'effet de la vulnérabilité financière sur l'accès à la santé pour pouvoir avancer vers des pistes concrètes.
Alors, je rappelle à notre public qu'il est encore temps, vous avez quelques minutes pour nous envoyer vos dernières questions adressées aux intervenants qui y répondront juste après. Je voulais savoir, Monsieur Mangeonjean, qu'est-ce que vous pensez des outils, des leviers de solutions qui ont été soulevés durant cet échange ? Eh ben, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est l'expérience de Gérard Vuitpeau sur les initiatives institutionnelles. Et je pense que là, il y a peut-être des choses à faire connaître ou à impulser pour qu'effectivement, au sein de nos organisations hospitalières, on puisse prendre de telles initiatives qui sont des éléments facilitateurs. Le deuxième point, c'est effectivement peut-être de mieux faire connaître, et c'est l'objet aussi de cette émission, de mieux faire connaître la Fondation Crésus, les aides facultatives à cœur ouvert, le budget à grande vitesse, enfin tous des éléments qui peuvent permettre à nos professionnels, nos collègues, de mieux gérer effectivement la prise en main de leur avenir, comme c'était évoqué tout à l'heure. Parce que je ne suis pas sûr que tous ces éléments sont connus par l'ensemble des adhérents et des professionnels de nos établissements. L'importance de communiquer, de le faire savoir. Merci Francis Mangeonjean. Il est temps pour nous de découvrir le résumé des points clés vus à travers le regard et l'analyse pointue de notre facilitateur graphique Mathieu Letellier. Alors le temps que tu finisses les derniers coups de crayon, je vais vous demander en une phrase chacun quel serait votre message fort pour notre public. Éric Thibault pour commencer. Alors je vais parler pour la banque en général et je dirais, en parlant de la BFM en particulier, une banque où l'humain reste à portée de main. Très bien. Votre message clé, Monsieur Amadou. Eh bien écoutez, c'est difficile de résumer en une phrase, mais moi je dirais que la solidarité, qu'elle soit générationnelle ou entre collègues, reste d'un des leviers forts pour combattre l'inégalité sociale et donc l'accès à la santé. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Amadou. Je me tourne vers vous, Jean-Louis Kiel. Je vais reprendre une expression que je viens de lire. On m'a offert l'almanach savoyard, un ancien combattant qui disait « Nous vivons dans un monde qui est fou, mais si l'on est courageux et honnête, la vie est belle. » Merci pour tous ces beaux messages. Monsieur Mangeonjean, quel serait le vôtre pour terminer ? Je crois que ce qui ressort un peu de mon expérience et de ce qu'on se dit aujourd'hui, si on veut que la population soit bien soignée, bien prise en charge, je pense qu'il est important de prêter attention à ceux qui assurent cette mission-là et notamment à l'ensemble des professionnels. Et c'est vrai que si eux vont bien, je pense que la prise en charge de nos patients ne sera qu'améliorée. Je pense que tous ceux qui nous regardent seront bien d'accord avec vous. Merci, Monsieur Mangeonjean. Et enfin, c'est à vous, Monsieur Gérard Vuitpeau. Quel serait votre message à adresser ? Pour rebondir sur ce que vient de dire Francis, effectivement, quand on s'occupe de la santé des professionnels, on s'occupe de la santé de tous. Et d'ailleurs, c'est une thématique qu'on retrouve dans les 8 axes de notre grande cause MNH, faciliter l'accès à la santé pour tous. Merci messieurs, on a besoin que des gens comme vous parlent avec le cœur autant qu'avec la tête. Alors découvrons tout de suite ce que Mathieu Letellier a retenu de cette table ronde, toi qui nous scrutes, qui nous observes depuis le début. Quel est ton résumé en images ? Alors sur le premier point qui était la vulnérabilité financière comme obstacle à l'accession à la santé pour les professionnels, le constat c'était notamment que les soins dentaires et les soins psychologiques sont souvent chers et que les professionnels ont une sorte de pudeur pour demander de l'aide et que cette prise en charge ne leur permet pas d'accéder facilement à ces soins, en tout cas pour ceux qui ont les plus petits salaires. Il y a souvent des tarifs qui sont en secteur 2 et on a appelé ici autour de cette table à la responsabilité des acteurs et on a pu voir que certains établissements avaient proposé des tarifs plus bas, de limiter les tarifs pour faciliter l'accès aux soins. On a quand même malheureusement des professionnels qui se retrouvent dans une situation où ils travaillent dans un établissement et ils ne peuvent pas se faire soigner dans ce même établissement, ce qui est quand même un peu tragique. Pour cette vulnérabilité financière des professionnels, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont là autour de la table pour leur venir en aide, notamment le comité de gestion à cœur ouvert, qui propose une aide financière pour les adhérents MNH qui se retrouvent en difficulté. Cette aide qui provient des cotisations elles-mêmes et qui est à hauteur de 1% des cotisations,
qui est vraiment dans les valeurs mutualistes de MNH. Les demandes d'aide peuvent être examinées et obtenir une réponse extrêmement rapidement dans la semaine. Et si on a besoin d'un partenariat un accompagnement sur un plus long terme, il y a des partenariats avec des associations, notamment l'association Crésus, qui en fait va faire un accompagnement financier, mais aussi et surtout, d'après ce qu'on a compris, un accompagnement humain, parce que les problèmes d'endettement créent beaucoup de honte, de difficultés chez les gens à partager. Et donc Crésus va les aider à retrouver la confiance et la dignité. Dans ces situations-là, il est important d'agir extrêmement vite pour que les gens ne s'enfoncent pas dans des situations trop complexes. Donc on va aussi les aider à gérer leur budget, à apprendre. Et puis on a un partenariat entre MNH et je crois d'autres acteurs, mais entre MNH et Crésus, pour essayer de détecter les situations le plus rapidement possible. Ce qu'on a pu voir au travers de plusieurs témoignages, là, c'est que cet accompagnement sans jugement a permis à des gens et permet au jour le jour à des gens de reprendre la main sur leur vie et de retrouver leur dignité, leur confiance en eux. Donc voilà, ça c'était le premier thème. On va maintenant passer au second thème, qui était la vulnérabilité financière des patients eux-mêmes. On a vu qu'en France, on a 7 millions de personnes qui dépendent plus ou moins des aides financières de l'État, des situations de précarité qui sont assez importantes. Ces difficultés financières et cette précarité, elle va causer des troubles psychologiques, des problèmes d'estime de soi, qui vont déboucher sur une aggravation des problèmes de santé puisqu'on ne prend plus soin de soi et en plus on n'a pas forcément les moyens de prendre soin de soi. En plus de ça, va se rajouter une errance administrative où les gens ne trouvent pas l'accès à leurs droits, ils sont perdus, ils courent de service en service ou alors ils abandonnent un petit peu la quête de leurs propres droits. Et du coup, les soignants, les professionnels de santé doivent pouvoir jouer un rôle pour les aider à s'orienter. Mais pour ça, dès aujourd'hui, ils ont un besoin de formation pour savoir, puisque ce n'est pas leur cœur de métier. Les acteurs financiers, comme la BFM, sont là pour avoir une politique responsable, à la fois dans le crédit, dans le recouvrement, donc le crédit à des taux les plus bas possibles pour que ça n'enfonce pas les gens dans leurs dettes, pour le recouvrement qui est une approche humaine et personnalisée. Et à côté de ça, on a entre MNH et BFM un partenariat qui fait que parfois la MNH peut prendre en charge les intérêts pour ne pas éviter d'aggraver la dette. Il y a aussi d'autres outils qui sont développés, comme l'application BGV, Budget à grande vitesse ou Bien gérer sa vie. Et ça, le but, c'est d'œuvrer pour l'éducation budgétaire, calculer son reste à vivre, détecter les droits. Et on a une alliance entre le numérique et l'humain qui va venir aider les gens et les assister dans leur parcours. Et puis le dernier thème que nous avons abordé rapidement, c'était la vulnérabilité financière des étudiants. Alors on a vu qu'ils parlent assez peu de leurs problèmes financiers. Certains ont pu continuer à travailler à l'hôpital, avoir des petits revenus, alors que les autres étudiants peuvent plus travailler au McDo. Pendant la période de confinement, ça a été peut-être un petit peu moins compliqué, mais eux, ils ont été parfois en première ligne aussi à l'hôpital pour gérer la pandémie. Et puis pour ceux qui sont plus en cours, là, on a vu que ça a pu être difficile parce que, comme nous tous, ils ont été isolés, ils ont été parfois en détresse psychologique parce qu'ils avaient perdu le lien social, surtout pendant leur vie étudiante, qui est un grand moment de sociabilité. Voilà ce que j'ai retenu de tous ces échanges. Je vous remercie. Merci Mathieu. Merci. Un bon compte-rendu. Belle synthèse, franchement, oui. Bravo. Ouais. Merci Mathieu pour ton éclairage toujours épatant. Alors on va te libérer puisqu'il est temps maintenant de répondre aux questions de notre public pour les intervenants. Alors, les questions que vous nous avez envoyées. La première qui va s'adresser à Monsieur Amadou. Quel rôle les élus départementaux peuvent avoir pour accompagner les adhérents MNH ou les agents des établissements hospitaliers, soit dans leur action conjointe avec les salariés dédiés BFM ou délégués commerciaux MNH? Cette question est très intéressante et elle va tout à fait dans le sens de ce que disait Jean-Louis Kiel tout à l'heure, à savoir que
le rôle principal qu'on attend des élus départementaux, c'est d'abord le contact humain avec les personnes qui peuvent être en difficulté. Mettre un visage, introduire un tiers quand on est en grande difficulté peut permettre de relativiser énormément. Donc oui, ça c'est le premier rôle. Ensuite, le second rôle qu'on peut leur attribuer, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une méconnaissance des droits communs. Et donc, je veux dire, l'autre rôle, c'est aussi d'amener les gens à faire valoir leurs droits. Parce que, encore une fois, avant de se tourner vers les aides que la MNH va apporter, il est important d'abord de faire valoir l'ensemble des droits auxquels on peut prétendre. Merci beaucoup, monsieur Amadou. Alors, une question maintenant pour Jean-Louis Kiel. Comment pouvons-nous trouver les coordonnées de l'association Crésus au plus proche de chez nous ? Il suffit d'aller sur le portail internet de l'association, crésus.org, et on y trouve une carte de France avec les lieux d'accueil. On peut prendre rendez-vous directement ou envoyer un message et avoir une réponse dans la journée. Très bien. Alors, une question pour monsieur Amadou de nouveau. La crise sanitaire a-t-elle augmenté le nombre de demandes d'aide financière ? Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire, nous n'avons pas eu d'augmentation d'aide financière. Et on peut peut-être analyser ça en disant que les professionnels qui ont été le nez dans le guidon depuis 1 an ont d'abord pensé aux autres avant de penser à eux, ce qui est souvent le cas. Et par contre, nous attendons, une fois que les tensions hospitalières vont être un peu moins en tension, à avoir beaucoup plus de demandes, parce qu'il est fort probable qu'un certain nombre d'arrêts vont venir, et là, M. Monjonjean devra gérer tous ces arrêts dans le problème d'organisation. Mais on peut donc penser, oui, que par la suite, nous aurons beaucoup plus de demandes. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de demande supplémentaire. D'accord, merci beaucoup. Alors, je vais demander en régie si toutefois on peut nous mettre le son en plateau, puisqu'on vous entend de loin, mais j'espère que nos auditeurs vous entendent parfaitement. Alors, une autre question qui va s'adresser plutôt à vous, Éric Thibault. La BFM est souvent avec la Société Générale. Les frais de la BFM sont aussi importants que la Société Générale. Et la question se poursuit, est-ce que les agents de la Société Générale sont vraiment formés sur l'esprit de la BFM ? Alors, premièrement, oui, les agents de la Société Générale sont formés sur l'esprit de la BFM. La démarche est à la fois entreprise au niveau des directions générales des 2 entreprises et très concrètement, sur le terrain, l'ensemble des conseillers Société Générale sont formés par les collaborateurs de la BFM en région, les directeurs régionaux et les responsables de développement. Et donc, ils appréhendent et ils partagent les valeurs de la BFM et ils ont connaissance de l'ensemble des produits proposés par la BFM. D'accord, merci pour cette réponse. Alors j'ai une autre question pour vous. Vous parlez de recouvrement responsable. De quelle façon le faites-vous ? Alors quand on parle de recouvrement responsable, je vais le justifier au travers peut-être de deux exemples. Le premier, c'est que la BFM assure l'intégralité du recouvrement de ses créances. Donc on est en direct, plutôt positionné sur des crédits à la consommation et à aucun moment dans le processus de recouvrement, les créances, donc les crédits ne sont cédés à des prestataires extérieurs. C'est donc toujours bien des collaborateurs de la BFM formés et partageant les valeurs de la BFM qui effectuent les actions de recouvrement. Donc ça, c'est un premier élément. On n'aurait pas un tiers extérieur qui viendra procéder à une opération de recouvrement. Et le deuxième élément, c'est qu'en permanence dans le processus de recouvrement, on explore toutes les dimensions possibles et on fait véritablement le maximum avant d'engager, par exemple, des procédures judiciaires. C'est des choses qu'on essaye d'éviter le plus possible. Voilà. Très bien. Merci. Alors, j'ai une personne qui nous dit « Merci d'aborder un sujet auquel de nombreux soignants sont confrontés dans leur pratique quotidienne. Quel dommage que tous les intervenants soient des hommes sur un sujet qui touche tant de femmes. » Qu'est-ce que vous répondez à ça, messieurs ?
Ne vous battez pas pour répondre. Non, non, C'est une remarque très pertinente et très actuelle. juste, C'est faute de disponibilité, d'avoir trouvé ces disponibilités, mais cette remarque est encore une fois très, très juste. Nous allons nous efforcer d'avoir sur de telles questions une représentation plus paritaire, on va dire, plus féminisée. Mais c'est vrai, excusez-nous d'être seul présent sur ce plateau cet après-midi. Et je voudrais rajouter que les femmes sont souvent les premières victimes et les plus courageuses à affronter le surendettement. Donc, je voudrais leur rendre hommage à cette occasion. Voilà. Très bien. Mais merci en tout cas de nous avoir envoyé ce commentaire, puisqu'on en a parlé en fait avant cette émission. Et vous me disiez à quel point ça vous était cher aussi d'avoir, de mettre en valeur, d'avoir cette place mise en lumière de la femme. Et j'imagine, monsieur Mangeonjean, que vous allez confirmer, effectivement, les femmes sont évidemment autant touchées, sinon plus, par la précarité financière. Elles le sont d'autant qu'elles représentent la majeure partie de nos effectifs. Donc effectivement, au-delà de la parité, la place des femmes dans le fonctionnement de nos institutions est majeure. Donc je comprends tout à fait la remarque posée. Effectivement, c'était important de le souligner. Alors, j'ai une autre question qui va s'adresser à vous, Éric Thibault. Peut-on bénéficier de formations pour construire un budget par le biais de la BFM au profit des hospitaliers ? En tout cas, j'ai été entendu dans ce que j'ai exposé tout à l'heure. Alors bien évidemment, on est prêt à vous accompagner, encore une fois avec nos représentants, les salariés de la BFM qui sont sur le terrain, pour vous mettre à disposition une formation autour du budget. Donc ça s'organise, donc n'hésitez pas à nous solliciter et à me solliciter, le cas échéant, pour qu'on organise cette formation. Très bien, message passé. Alors, une autre question, monsieur Amadou. Les hospitaliers ne sont-ils pas plus négligents envers leur santé que les autres catégories socio-professionnelles ? Oui, on voit depuis le début de cette émission que c'est une réalité. Ils ne sont pas négligents. On ne peut pas parler de négligence. Je dirais plutôt qu'ils ont des engagements tellement forts, des engagements entre autres professionnels tellement forts, qu'ils ne prennent pas le temps. Mais confrontés à la maladie, il est clair qu'ils ne vont pas fuir les traitements. Mais c'est pour ça que parler de négligence me gêne un peu. Je dis que c'est parce que ils ont ces engagements, qu'ils les ont tournés vers ces métiers. On ne devient pas un hospitalier pour rien. Quand on est hospitalier, c'est parce qu'on a une envie don de soi envers les autres. Donc ça explique aussi pourquoi ils ne consacrent pas assez de temps à leur propre santé. Je peux ajouter en complément. Bien sûr. Jean-François, c'est qu'effectivement, ils se consacrent d'abord aux soins des autres avant de s'intéresser à eux-mêmes. Cela étant, ils sont confrontés aux mêmes pathologies pratiquement, et à d'autres qui sont très particulières aux emplois postés. C'est les troubles du sommeil, c'est les troubles de la nutrition, c'est-à-dire qu'on mange très vite entre deux horaires postés, et donc on ne prend pas assez soin, c'est pas de la négligence, je suis d'accord, mais on ne prend pas assez soin de soi. Et c'est ce qu'on disait ce matin, s'intéresser à la santé des professionnels de santé, c'est s'intéresser également à la santé de tous les citoyens. Exactement. Et pour aller plus loin dans cette question, on nous demande aussi quels sont les professionnels de l'hôpital qui se trouvent le plus souvent en difficulté financière et pourquoi ? Alors, nous avons pu isoler qu'il y avait deux catégories professionnelles principalement concernées par les difficultés financières, parce que comme le rappelait Francis Mangeonjean, nous avons un personnel qui est aux 3/4 à peu près, aux 3/4 féminin, et bien souvent quand il y a des aléas de la vie, et nous mettons là en avant essentiellement les divorces, qui sont dans nos professions aussi, voire plus nombreux que dans d'autres professions, nous avons constaté que, bien sûr, les femmes sont les premières concernées. Il s'agit souvent de femmes qui vivent dans des grandes villes, avec des enfants à élever, des gros loyers, et que ça les met très vite dans de grosses difficultés dès qu'il y a un grain de sable qui vient se loger dans le budget familial. Et ça, c'est quelque chose que nous avons repéré, c'est clair. Mais
notre population de la fonction publique hospitalière étant essentiellement féminine, il est évident que ça ne pouvait être pour nous que des femmes en majorité que nous rencontrons avec ce type de difficultés. Et ce sont souvent encore aujourd'hui les femmes qui élèvent les enfants, même quand un divorce a été prononcé. C'est entendu. Alors je vais poursuivre avec Monsieur Jean-Louis Kiel. Est-ce que vous avez fait une mesure d'impact des conséquences de la fragilité financière sur la santé ? Oui, il y a 4 ans, on a conduit avec les généralistes une étude qu'on n'a pas publiée parce qu'elle mérite d'être confortée. Et on constate qu'il y a un impact très fort sur la santé, sur 5000 surendettés. On a 88% qui sont en dépression et une perte de sommeil. Les femmes sont plus solides, et il faut le reconnaître, avec des risques, des risques sur le rendement au travail de près de 63% des personnes interrogées et des conflits familiaux qui sont générés par l'argent, par les problèmes d'argent, parce qu'on n'ose pas en parler. Donc il faut conseiller à tout le monde, il ne faut pas avoir peur d'en parler entre époux et ne pas attendre que le vase déborde. Il y a un sentiment d'injustice et de sécurité, il y a des points de rupture, sentiment d'échec personnel, chute de l'estime de soi, découragement et des idéations suicidaires, puisqu'on a 2 suicides par jour actuellement qui sont générés par les soucis d'argent, que ce soit des professionnels, aussi des agriculteurs en grande difficulté qui risquent de perdre leurs terres, mais aussi des salariés qui n'en peuvent plus, qui à la fin se laissent aller à l'extrémité. Donc il faut agir vite. Et donc c'est une grande cause. D'où l'importance d'oser en parler et surtout de faire savoir les solutions possibles quand on voit les impacts qu'a la vulnérabilité financière sur la santé physique et mentale. C'est énorme. Je voulais vous laisser terminer, Monsieur Francis Mangeonjean, sur ce qu'on vient de dire. Oui, écoutez, je ne peux que partager l'ensemble des propos tenus. Et c'est bien la vigilance de l'ensemble des acteurs que nous représentons là aujourd'hui qui nous permettra effectivement d'améliorer ces conditions pour l'ensemble de nos collègues, des acteurs de l'hôpital. Et puis, on l'a bien entendu, la parité dans la gestion de ce type de sujet est quelque chose qu'on doit prendre en compte. Et je pense qu'on a tous bien entendu le message que c'est sur ce collectif que nous pouvons nous appuyer pour y arriver. Merci beaucoup de nous avoir envoyé vos questions. Merci d'y avoir répondu, chers intervenants. Merci Francis Mangeonjean. Merci Jean-François Amadou. Merci à Éric Thibault, à Jean-Louis Kiel. Quant à vous, cher président de la MNH, je vais vous inviter à conclure ensemble cette émission. Merci. Alors Gérard Vitpeau, au sortir de cette émission avec vos partenaires sur l'obstacle majeur à la santé que représente la vulnérabilité financière, quelle est votre feuille de route ? Bien, la feuille de route, c'est nous préoccuper davantage de la dignité humaine dans toute sa dimension. On l'a évoqué au cours des débats et des interventions. Et pour ça, il faut s'efforcer de créer de l'empathie, créer de la médiation au sens aller vers l'autre, et favoriser ces relations pour la prise en compte des situations des plus fragiles. Très bien. Et quelle va être la prochaine étape alors de cette grande cause ? La prochaine étape, c'est ce que nous n'avons pas pu faire l'année dernière, faute de crise sanitaire, c'est aller à la rencontre de tous les professionnels dans les établissements, les écouter, partager les expériences, promouvoir en quelque sorte toutes ces expériences, ces échanges de manière positive pour arriver à la construction et l'élaboration du livre blanc dont je parlais tout à l'heure. Merci beaucoup Gérard Vitpeau et bravo à Carmen Vergel, Laurence Bénard et Aurélie Pasquier pour l'organisation de cette rencontre, ainsi qu'aux équipes Eventime et Novelty en régie. Avant de se quitter, sachez que chacun d'entre vous va recevoir par email les liens d'accès aux organismes présents. Mais également le lien pour le replay de cette émission. On vous encourage vraiment vivement à le partager pour que ça fasse écho, pour que ce sujet devienne vraiment l'affaire de tous. Merci beaucoup, très belle fin de journée et à bientôt.